La théorie asiatique du mariage qui aurait été parfaitement comprise au Moyen-Âge avant que la femme européenne fût devenue économiquement un parasite et qui est encore fort peu éloignée de celle du christianisme romain ou grec n'est pas aisément intelligible à la conscience démocratique industrialisée de l'Europe et de l'Amérique. Celle-ci songe bien plus à ses droits qu'à ses devoirs et désire par-dessus tout s'affranchir de toute responsabilité, prenant cet affranchissement pour la liberté. Les réformateurs occidentaux voudraient exciter dans le cœur des femmes orientales une révolte sacrée, et oublient que la voie de l'affirmation de l'ego ne peut être la route royale qui mène à la réalisation du moi. Dans ce monde d'industrialisme, l'esprit est sentimental et par conséquent incapable de raisonner clairement sur l'amour et le mariage, tandis que l'analyse asiatique reste philosophique, religieuse et pratique. La théorie courante en Occident veut fonder le mariage sur l'amour romanesque et le libre choix. Le mariage dépend donc d'un accident, du fait de, entre guillemets, tomber amoureux. Ceux dont l'amour est, entre guillemets, contrarié ou qui ne ressentent pas d'amour ne sont pas tenus de se marier. Cette attitude individualiste est logiquement soutenable si le mariage doit cesser dès que disparaît l'amour. Admettre les relations sexuelles seulement comme expression extérieure exigée par l'amour-passion et regarder une intimité continuée ou commencée par le seul plaisir, pour des raisons de prudence ou même par devoir comme essentiellement immoral, c'est un idéal religieux très élevé. Des individus ou des groupes isolés l'ont constamment soutenu, et il se peut que le développement ultime de l'individualisme idéaliste tende à le réaliser plus pleinement. Mais ne nous laissons pas abuser et ne croyons pas que le mariage occidental, nominalement fondé sur le libre choix, assure une unité permanente de passion physique et spirituelle. Au contraire, dans la majorité des cas, il retient ensemble ceux qui ne sont plus entre guillemets amoureux, l'habitude, des considérations de prudence ou, s'il y a des enfants, un sentiment de devoir, contraignent souvent à continuer sans passion un mariage dont l'amour romanesque a été au début le sine qua non. Des époux qui vivent maintenant dans une union fondée sur l'affection et sur une communauté d'intérêts ne seraient pas entrés dans l'état de mariage pour ces seules raisons. Si le foyer vaut la peine d'être conservé dans la société moderne, et aux Indes, en tout cas, la famille est encore l'élément central de l'organisation de la société, la entre guillemets meilleure solution restera probablement toujours dans quelques compromis semblables à celui qu'implique un mariage plus ou moins permanent, mais avec plus de tolérance pour les exceptions qui s'écartent de la règle. Qu'allons-nous donc considérer comme le fondement sur lequel doit s'édifier le mariage normal ? Pour les sociologues hindous, le mariage est une relation éthique et sociale, et la procréation des enfants est le paiement d'une dette. L'amour romanesque est une brève expérience qui permet de goûter la liberté éternelle. Il est essentiellement religieux et extatique, et en lui-même absolument antisocial, puisque tout avant-goût de l'union est une négation du relatif, c'est la part de Marie. Il est vrai que la magie de cette révélation peut persister des semaines et des mois, durant lesquels la vie entière est illuminée par la fusion partielle de la conscience de l'amant et de l'objet aimé. Mais tôt ou tard, dans presque tous les cas, il faut revenir au monde de l'irréalité, et la vision pénétrante qui douait l'objet aimé de qualités innombrables s'éteint à la lumière du sens commun. Fortunés sont les amants à qui reste une communauté d'intérêts et de devoirs et une réciprocité de tempéraments sur lesquels fonder l'amitié, l'affection et l'indulgence. De ce hasard dépend la possibilité du bonheur durant la plus grande partie de presque toute vie conjugale. Le mariage hindou diffère du mariage de sentiment, surtout en ce qu'il met au premier rang ses considérations. Là encore, le bonheur naît de l'accomplissement de la vocation bien plus que si la satisfaction immédiate en était la fin première. J'emploie exprès le mot « vocation » car le mariage oriental, comme l'art de l'acteur oriental, est l'exécution d'un plan traditionnel et reste indépendamment des accidents de la sensibilité. Être un homme comme Rama, une femme comme Sita, plutôt que d'exprimer sa personnalité, voilà le but. La formule est déterminée d'avance, mari et femme ont tous deux leur rôle à remplir, et nous pouvons ainsi mieux comprendre comment, dans la loi de Manu, l'épouse doit considérer son époux comme un dieu, indépendamment des mérites ou des démérites de cet homme. Il serait au-dessous de la dignité d'une épouse de s'écarter de l'idéal féminin, simplement parce qu'un homme a failli. C'est pour elle-même et pour la communauté, et non pour lui seulement, que la vie doit s'harmoniser avec l'unité éternelle de Purusha et Prakriti.
Quelles que soient les possibilités finales de l'individualisme occidental, la société hindoue a été fondée sur la moralité de groupe. Il est vrai que nulle éthique absolue n'est obligatoire pour toutes les classes également, mais à l'intérieur d'une classe, la liberté de l'individu est subordonnée à l'intérêt du groupe. Le concept du devoir est souverain. On peut voir jusqu'à quel point ce concept empiète sur la liberté de l'individu par la répudiation de Sita après la victoire de Lanka et le couronnement d'Ayodhya. Bien que convaincu de la fidélité de sa femme, Rama, qui est dans l'histoire épique le miroir de l'éthique sociale, consent à bannir son épouse à cause des murmures du peuple. Si le roi recevait de nouveau à son foyer une femme ayant vécu dans la maison d'un autre homme, tout en étant resté fidèle, la moralité populaire en souffrirait, puisque l'amour et la partialité pousseraient peut-être d'autres époux à une réhabilitation du même genre et moins justifiée. Telle est la raison. Ainsi, l'ordre social passe avant le bonheur de l'individu, homme ou femme. Voilà pourquoi le mariage oriental, arrangé d'avance, se distingue du mariage occidental, avec son libre choix, par une paix plus grande où il n'y a point d'illusion, il ne peut y avoir de désappointement. Et puisque les conditions sur lesquelles il est fondé ne changent pas, la logique veut que le mariage hindou soit indissoluble. C'est seulement quand les devoirs sociaux ont été remplis et les dettes sociales payées qu'il est permis aux chefs de famille de renoncer à la fois aux devoirs et aux droits de l'individu social. La logique veut aussi, lorsque le mariage est stérile, qu'il soit permis de prendre une seconde épouse avec le consentement et souvent sur le désir de la première. On demande parfois quelles possibilités de développement sont offertes à l'orientale et comment elle peut exprimer sa personnalité. Je répondrai que, d'après le plan de la vie, elle a la possibilité d'être femme, en d'autres termes, de réaliser sa personnalité plutôt que de l'exprimer. Il se peut que l'Europe tombe dans le défaut contraire à celui de l'Asie. Rappelons aussi que la soi-disant éducation de nos jours est fort superficielle et qu'une bonne partie ne consiste guère qu'en petits talents de société. Il n'en ressort aucun avantage pour l'Asie, où j'ai entendu des parents modernes désirer que leurs filles apprennent entre guillemets un peu de français et entre guillemets quelques notes de musique. Les arts aux Indes sont une profession et une vocation. Ils exigent qu'on les serve sans partage et nul talent d'agrément n'est enseigné à l'amateur, nulle étude n'est superficielle. Or, la femme représente la continuité de la vie de la race, une énergie qui ne peut être divisée ou détournée sans une perte correspondante de vitalité de la race. Elle ne peut souhaiter devenir autre qu'elle n'est, pas plus que le Vaishya ne peut désirer passer pour Kshatriya ou celui-ci pour Brahman.